Je m'appelle Dario Oberé, donc je suis marin né en Argentine et je suis brevet d'état voile, donc j'apprends à naviguer en bateau à voile en public général. En fait, c'était en Argentine il y a longtemps. Et ma famille, c'est pas du tout lié au nautisme, au bateau, ni rien du tout. Donc j'ai dû avoir une certaine autonomie pour pouvoir me rapprocher d'un club, pouvoir payer les cours de voile. Et j'ai commencé à naviguer dans des petits bateaux euh, pas pontés, des bateaux ouverts de 8 mètres, à le Rio de la Plata, que c'est la rivière la plus large de la planète, que c'est entre Uruguay et l'Argentine. Et après la formation, il y a une période où on vient de naviguer beaucoup parce qu'on a une formation et après, tout se coupe. Soit on s'achète un bateau, je n'avais pas les moyens, soit on commence à naviguer comme équipier. Donc j'ai fait ça, j'ai commencé à naviguer comme équipier. Donc là, c'était le vrai cours de voile parce que on naviguait dans des bateaux en bois, déjà, de 1920, 30, 40. Des bateaux avec des mâts en bois, des voiles de coton, avec un moteur essence, voire pas de moteur parce que ça marchait presque jamais. Et sans aucun instrumental, donc c'était vraiment route à la dure. Et c'était un bon apprentissage. Mais ça, après, quand on monte sur un bateau comme ça, c'est une navette spatiale, mais il faut avoir cette background pour pouvoir être performant, même si on étend tous les systèmes, ou s'il y a des pannes à bord, on a une tranquillité qui vient de cette expérience de naviguer avec 2 fois rien avant. Pour la littérature, parce que je suis né dans une très 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 grande ville de 15 millions d'habitants, donc complètement étouffant, très moche, beaucoup de ciment, très peu d'espace vert, très peu de sorties à la rivière ou à la mer. Il n'y avait pas accès vraiment, c'était tout privatisé. Donc c'était un moyen de m'évader quand j'étais petit, prendre des carnets de voyage, des cooks, des slocum, des bungaville, et commencer à voir qu'il y avait une autre chose plus intéressante que rester en ville et faire des études traditionnelles et blablabla. Donc c'était vraiment à travers de la littérature qui m'a donné envie de faire un vie comme ça. Comme ma famille n'était pas du tout liée à l'eau, je pense que j'avais autour de 14, 15 ans, c'est 15 ans plutôt, le temps d'être assez autonome pour se faire 12 heures de transport pour arriver au club, le lieu où j'habitais, pour traverser toute la ville et arriver au club de voile, que c'était dans la banlieue nord, où il y a les clubs de voile, pour que ma famille me laisse faire ça toute seule, disparaître des week-ends, à me perdre à naviguer avec des inconnus, une activité en plein air, c'est pas très habituel comme en France, donc plutôt grand. Quelle culture? C'est un pays très polarisé où il y a des riches très riches et des pauvres très pauvres. Donc il y a une toute petite fenêtre de tir entre la bourgeoisie qui navigue et les pauvres qui pensent simplement à pouvoir bouffer ce soir. Donc au milieu, il y a très peu de gens de classe moyenne qui peuvent penser avoir un petit bateau, comme je disais, très rudimentaire, qui pensent à pouvoir partir un week-end ou une semaine de croisière. Habituellement, c'est à Uruguay au nord ou un peu plus au nord au Brésil.
Donc c'est un voile où il y a beaucoup de bateaux classiques en bois. Et les bateaux en plastique qu'il y a sont très peu équipés. Bon, il y a très peu d'électronique à bord. Beaucoup de choses différentes parce que il y a l'école qui m'occupe en différents aspects. Il y a les côtés entretien du bateau, que ça prend beaucoup de temps. Donc la peinture du pont, les fonds du bateau, il faut les mettre à sec et caréner. Il y a les voiles à mener à la voilerie pour repasser, réviser. Il y a la manœuvre aussi. Il y a, quand on a fini avec tous les côtés voiles, il y a les côtés habitation. Donc il y a les vernis à l'intérieur, il y a l'entretien de la zone de vie, les coussins, les draps. Une fois qu'on a fini avec les côtés habitation, on commence avec les côtés moteur, parce que les bateaux ont un gros moteur auxiliaire, donc il faut faire les services de moteur aussi, donc ça c'est pas mal. M'occupe au quotidien aussi les côtés administratifs, de faire les réservations, recycler mes titres, entretenir les sites internet, les réseaux sociaux, les côtés commercialisation, on va dire, ça prend un peu bon, pas mal de temps aussi. Qu'autre chose? Et finalement, naviguer. Naviguer aussi, que parfois, mais je sais pas, la semaine prochaine, on part de lundi à vendredi, donc il y a une semaine où je suis 24 heures sur 24 en mer. Donc déjà en Argentine, j'ai commencé à faire de l'école, donc la caractéristique c'est je ne voulais pas faire des sorties autour du port, sinon aller beaucoup plus loin, visiter les autres cultures, visiter les autres pays, visiter les autres mers, des pays qui m'attiraient, ou des régions, ou des géographies qui m'attiraient. Du coup, ce qu'on fait, c'est de l'école hauturier, ça veut dire qu'on fait des côtières quand on est ici en hiver, mais la spécificité de l'école, c'est pouvoir aller loin. Donc, de temps en temps, on organise des grosses boucles et on part de La Rochelle. Comme exemple, la dernière fois, on a parti Canaries, Cap-Vert, les Caraïbes, passé Panama, on s'est promené pour la Polynésie, on a retourné pour la Patagonie, on a monté toute la côte sud-américaine à nouveau pour les îles de l'Atlantique pour arriver en France au bout des 300. En notre année, on a fait la Rochelle, descendu toute l'Amérique du Sud à la Patagonie et retour à La Rochelle. Le bateau a fait 9 traversées de l'Atlantique, on a viré 2 fois le Cap Horn, on a fait la route de la Vendée Globe, mais en privé, sans dire à personne. La chose la plus compliquée, c'est que ça n'était pas en mode toute seule, où il ne faut pas s'occuper d'autre chose que nous-mêmes et les bateaux, sinon avec des stagiaires, donc des gens qui étaient en train d'apprendre à faire un nœud au Cap Horn. On a fait ça, on a viré les 2 fois avec des stagiaires à bord qui avaient mal à dire où est-ce que c'était tribord. Donc ça c'est un petit plus à les côtés faire les tours déjà que c'est compliqué. Donc il faut caler les côtés pédagogiques en cette côté et on essaye d'expliquer toujours qu'il y a un côté aventure avec un grand A, que c'est il y a une certaine quantité de paramètres qu'on ne va jamais dominer. Donc on navigue, le bateau c'est très costaud, c'est un bateau spécialement fait pour l'école, il n'y a pas deux comme ça, c'est un bateau que j'ai fabriqué en 5 ans de travail, c'est méga costaud. Mais bon, il a toujours la possibilité de se payer un sous-marin, comme ça a payé les chalutiers proches de la mer d'Irlande, qui a coulé en 30 secondes. Il a toujours moyen de se payer une baleine qui te va arracher les safrans et
voilà, il a des choses qu'on ne peut pas trop jurer qu'elles ne vont pas passer. Donc on essaye de naviguer en sécurité. Et voilà, il y a cette dose de on ne sait pas, qu'il faut accepter ou rester à la maison. Donc il y a ça qu'on on monte pas à les étagères. Il y a autre chose qu'on essaie de faire, c'est transmettre des valeurs qui me sont chères, comme naviguer beaucoup à la voile, ne pas trop consommer de gazole si on peut, essayer de s'intéresser au pays où on arrive, parler sa langue, manger sa bouffe, ne pas se plier à payer des prix abusifs parce qu'on est des porte-monnaie sur pattes, parce qu'on est blanc dans un pays autre que l'Europe, Canada et les États-Unis. Il y a tout un autre monde aussi à naviguer et à respecter. Et du coup, le faire avec humilité et essayer de ne pas avoir des gadgets, sinon comprendre comment que ça marche. Les vents, les vagues, les systèmes globaux, et essayer de sentir un peu ce côté plus naturel et ne pas vendre en formation et naviguer sur votre tablette avec la vitesse de vent intégrée, les cartes bateaux que fait les bateaux, et comment ça s'appelle, les hangars à terre qui nous envoient la route pour savoir où est-ce qu'il faut y aller et être télédirigé comme ça. Moi, je pense que naviguer, c'est l'indépendance, affronter ses peurs, accepter les risques, être soudé à bord avec l'équipage et se soutenir les uns les autres. Et c'est tout le contraire de la consommation effrénée qu'on peut avoir dans les grands pavois, comme exemple. Voilà. Donc j'essaye aussi de transmettre ça. Parfois ça passe, parfois ça passe pas, mais c'est ça qui sort de ma bouche en tout cas. J'essaye de transmettre ça. Et parce que je pense que les bateaux, c'est un moyen de liberté, de découvrir, pour aller. C'est un outil de découverte. C'est quoi? Ça nous permet beaucoup d'autonomie, beaucoup de. Comment ça s'appelle? Des formations personnelles, des découvertes personnelles, on voit nos limites, on ne peut pas trop mentir en mer parce que la mer très vite te recadre. Donc je pense que ce côté, on peut le découvrir en haute mer si on est en train de naviguer comme, comme je le fais habituellement ici dans les coins et en même temps il y a des gens qui sont en train de poster des selfies pour montrer que ils sont fortunés parce qu'ils sont en train de naviguer sous les beaux soleils de La Rochelle et en train de s'alcooliser. Ça, c'est un truc qui déprime profondément. Moi, ça que je cherche, c'est tout le contraire, c'est de dire, bon, comment on profite de la voile pour la voile en soi-même et pas pour le montrer à l'autre que je suis plus que toi. Donc, je cherche un peu d'authenticité, de découverte de l'autre à travers des voyages aussi. Donc, et ça implique la haute mer. C'est les passages obligés. Si tu veux aller voir comme qui sont les crabes de la Polynésie, dans 100 points, il faut se taper 35 jours de mer entre Panama et la Polynésie. Voilà. Oui, mais c'était toujours souché à les humains, à la vie dans les ports et pas dans les. Comment ça s'appelle? Et pas de mer. Dans le mer, tu connais tes limites, tu connais les limites du bateau, tu es en train de négocier et voir ce que tu peux faire, tu essayes de passer si la mer te laisse passer. Il te faut toujours un petit dose de chance, comme je disais avant. Et les événements dramatiques, c'était toujours
arriver quelque part. Je suis arrivé à l'Argentine avec un bateau, pavillon argentin. Arrivé en France, on dit salut, tu n'as pas les droits, il faut mettre un pavillon français. Génial. Bon, là, on parle de payer la TVA. Donc, la TVA, c'était les 20% les prix d'un bateau. C'est un truc immense. Que je n'avais absolument pas la thune pour ça. Donc, c'est ça, être expulsé parce que l'objet ne peut pas rester dans les pays. Sauf que l'objet, c'est ma maison. Donc, t'es deux. Arrivé au port, je voulais naviguer, faire un stage, ma vie, quoi. Et j'ai dû quitter la place du port sans la sécurité de retourner et avoir une place pour développer mon activité économique, mais aussi c'est la ville où j'habite. Donc je ne savais pas si je pouvais retourner ou non. Donc grosse angoisse derrière parce que je n'avais pas de support derrière, ou je n'avais pas la certitude de pouvoir simplement avoir un trou dans l'eau pour venir m'installer et continuer à travailler. Grosse angoisse. Après, des choses plus liées à les tiers-monde, si on veut. Je ne sais pas, être l'arche de la côte de Brésil, et avoir des pirates derrière en train de nous rattraper avec des bateaux de pêche au milieu de la nuit. Et toi, avec ton petit bateau qui ne va pas très vite, essayer de zigzaguer, tous les lumières étant sans les AIS, sans aucune communication derrière, sans faire de bruit, essayer de faire des caps très louches pour essayer de les perdre en mer. Donc, grosse frayeur. Être au Maroc et les petits fonctionnaires du coin qui séquestrent ton passeport, il te dit vous n'allez pas partir parce qu'il y a une tempête et je ne vous laisse pas partir. Donc derrière, il voulait un peu de bakshish. Et c'était une grosse négociation avec un type qui avait séquestré les documents du bateau, les preuves que le bateau c'est à toi, et tes documents. Qu'est-ce que tu fais si tu apparais? Imagine qu'on parte comme ça en mode sauvage. Déjà, il peut te rattraper, et là, c'est 10 fois pire. Tu vas fuir du pays. Ça commence à être plus grave. Il t'arrive dans un autre pays. Bonjour, je ne sais pas de comment et je ne peux pas prouver que le bateau c'est à moi. Donc, gros caca aussi. Oh, il ne faut pas dire caca. Donc, tous les succès un peu stressants comme ça, c'était lié à la vie avec les humains. C'était pas le mer. Le mer, je me fait peur, bien sûr, mais c'était plutôt plus dramatique les côtés humains. En fait, j'étais à New York, j'ai passé un an et demi à New York, à visiter la ville, voir la culture, la ville. Et après, on a retourné vers Europe. L'idée, c'était de continuer en Allemagne. Et arrivé en Bretagne, j'ai adoré le Finistère, donc on était en train de se faire une croisière là dans les coins. Et un ami français que j'avais rencontré en voyage m'a dit La Rochelle, super coin, beaucoup de construction de bateaux, beaucoup d'activités toute l'année parce qu'il fait chaud, il fait beau, comme vous pouvez voir, il ne pleut jamais ici. Donc ça, après un grand lieu pour former parce qu'il y a les deux îles, île de Ré et île de Léron, qui bloquent la bague. Donc c'est la piscine au milieu, on n'a jamais de bague. Donc ça fait qu'on puisse avoir des conditions plutôt gentilles pour naviguer toute l'année. Et pour des débutants, c'est très bien. Si on veut un peu plus de rock and roll, on peut sortir à l'extérieur facilement et on va voir la vague qui vient du large. Mais ici, dedans, on a beaucoup à faire avant de commencer à secouer les bateaux. Côté taille aussi, parce que, comme je disais, je venais d'habiter dans une très 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 grande ville et ça m'a fatigué horriblement. Donc je voulais une taille beaucoup plus petite. Donc je peux avoir une qualité de vie qu'on ne peut pas y avoir dans une mégapole monstrueuse comme ça.
Et qu'autre chose, donc il a les côtés reconstruction du bateau, parce que les bateaux, il faut les retaper de A à Z toute l'année. Donc ici, c'est un grand coin, je prends les vélos, je peux tout faire en vélo, et voilà. Il a deux aspects. D'un côté, le métier que c'est plutôt rude, chronophage, donc à la fin de la journée, on est rincé, et ça prend beaucoup de temps. Moi, je n'ai jamais voulu compter mes heures parce que sinon, j'aurais poussé des chariots à l'éclair pour gagner plus de sous. Donc, après, c'est très inestable, surtout avec les changements climatiques, parce que c'est des périodes comme on a eu des grosses pluies sans avoir de gros froids non plus. Donc ça fait que la météo s'est complètement détractée et ça nous touche beaucoup parce que c'est un élément de sécurité qui nous change énormément. Qu'autre chose. Après, c'est sûr que avoir un vie traditionnel aurait été beaucoup plus compliqué. En même temps, heureusement, je n'avais pas mis, parce que sinon, pour passer à récupérer les gamins à la crèche tous les jours et faire de la voile, moyen. Donc, non. Oui, carrément, il implique beaucoup de sacrifices. Il y a les Parisiens moyens qui pensent qu'on est dans les ponts en train de boire des daiquiris au coucher du soleil. Très loin de ça. Oui, un truc qui m'intéresse plutôt plus qu'avant, plus qu'il y a 20 ans, parce que je ne les voyais pas simplement, c'est que c'est plutôt sympatoche le fait de dire, bon, je me réveille le matin, j'apprends à naviguer à la voile, il te faut un torchon dans un bout là, vertical comme ça, et un truc qui flotte. Donc il ne faut pas une navette spatiale comme ce bateau, il te faut pas beaucoup de moyens parfois. Et tu peux aller très loin avec ça, tu peux habiter sur les bateaux. Donc, plutôt sympa à dire, moi j'ai un vélo, il y a un bateau à voile, je ne fais pas pipi dans l'eau potable, je sais pas, j'habite dans un lieu où il y a les chauffages pour les douches, que c'est mutualisé, parce qu'il y a tout le monde qui prend là, donc c'est beaucoup moins énergivore. Après, moins énergivore qu'une maison individuelle, je veux dire. Mais après, on a beaucoup à faire aussi, parce que pour les matériaux qu'on utilise, ça c'est un bateau métallique, ça veut dire recyclable à l'infini. Il y a des bateaux des années 70 métalliques, qui aujourd'hui sont en pleine forme, après sont plus ou moins éternels, s'ils sont entretenus. Chose qu'on n'a pas avec des bateaux en plastoche comme ça, que c'est une aberration qui devrait être interdite simplement. Enfin, et voilà, l'idée c'est ne pas consommer, essayer de réutiliser beaucoup l'accastillage, les bouts qu'on a à bord. Donc il y a tout qui dure beaucoup et on n'est pas en train de faire des bateaux de 10 millions pour faire un des globes et après les jeter à la poubelle parce qu'ils sont tous cassés. Donc on n'a pas de carbone à bord, on n'a pas de saloperies comme ça, on sait très bien combien de mal ça fait. Et c'est un rat race, être à la défense en train de faire carriérisme ou être dans la mini Transat en train de faire des carriérisme ou être avec des IMOCA, il y a tout qui me fait dégoler avec le même niveau de dégoût. Voilà, c'est parce que c'est pas bon pour le monde. Ça, c'est lié à les changements climatiques. Si un jour on ne se réveille pas et on dit, bah, on va essayer de faire autre chose, on va tous mourir. La France, c'est le pays des lumières, qui veut mettre des lumières rationnelles dans le monde contre la religion et l'obscurantisme en général. C'est le pays de la Révolution française, donc
Moi, j'adhère complètement de la République, j'adhère complètement à cette valeur-là. Donc, ça me plaît énormément. Je ne pourrais pas vivre sur un roi comme, c'est pas vivre au Maroc et y avoir un roi sur moi. C'est pas, je ne pourrais pas les tolérer. Donc, il y a plein, un côté idéologique mais attire au pays, autre que les côtés techniques que je trouve très sympa. Ou les côtés techniques qu'il a la baie de La Rochelle qui s'est abritée, ou qui fait plutôt chaud, plutôt beau. Moi, j'ai déménagé de la maison de mes parents direct au bateau, passé d'ici à un autre petit bateau de 8 mètres, un acier tout pourri. Donc, j'avais 24, 25 par là, le temps de ramasser la thune pour acheter ça. Et c'était complètement vide à l'intérieur, donc il n'avait pas de meubles, il avait les moteurs uniquement et les mâts, il n'y avait même pas de voiles, donc j'ai arrivé avec un matelas pour balancer par terre, un sac de bouffe pour faire des sandwichs, et petit à petit j'ai organisé les bateaux, j'ai construisé l'avant, j'ai habité à l'arrière, après j'ai déménagé à l'avant à Lambert pour pouvoir construire, et j'ai toujours habité un bateau, je ne changerai pas. Bon, bon j'adore les côtés. S'il y a quelque chose qui commence à tourtiquer, que vraiment, ça commence à t'énerver et que tu n'aimes pas, tu changes de continent. Je ne sais pas que tu déménages au côté. Okay, bon, si tu es là, parce que tu as envie. Si tu n'as pas envie, c'est marche arrière et terminé. Il faut marcher sans laisser de traces, comme disaient les dictons. Non, nous, on navigue, on laisse un sillage qui dure très peu dans l'eau. Et si je peux faire la même chose avec le moins d'empreintes possible de mon passage dans la terre, tant mieux. Je pense que c'est sympa que les prochains trouvent les mondes plus ou moins vierges. Oui, peut-être parler un peu de l'accessibilité de la voile. Je pense qu'il a un côté sympa, que c'est vraiment ouvert à tout le monde. Il y a un japonais qui est parti du Japon, il est arrivé à Californie à 95 ans. Donc il ne faut pas d'effort physique spécial. Il y a Laura Decker qui a fait un tour du monde en solo, il avait 17 ans. Donc il ne faut pas être vieux non plus. Un bateau habitable qui peut nous amener au bout du monde, on les trouve à 3500 balles. Il ne faut pas être millionnaire. Donc il y a très peu d'excuses dans la voile. Bon, si on veut faire un truc, après il faut faire un petit effort pour pouvoir les faire. Je ne sais pas faire habiter sur ce bateau, il passe sur les bateaux à 3500 balles que je disais, bien sûr. Mais si on veut les faire vraiment, on peut les faire. Si on veut naviguer et on est handicapé, on peut le faire. Si on veut naviguer et on a peur des sommes, il y a des associations qui peuvent nous faire naviguer en tant que femmes avec des femmes. Et si on veut aller voir un peu le monde extérieur avec un peu d'humilité, c'est un milieu très très inclusif. Il ne faut pas y avoir peur de dire bon, je tombe en Brésil, je suis toute seule, je veux rester les petits Français dans mon coin. Pas du tout. Tu arrives là, il y a la communauté locale de voile qui va t'aider, va t'accompagner, te va montrer un peu les chamans dans ce pays. Donc il y a ce côté à partir des solidarités dans les autres pays que c'est toujours vivant, c'est très bien.